Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai l'agréable mission de modérer un débat qui s'organise sous les meilleurs auspices, comme l'ont dit les honorables orateurs qui m'ont précédé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est d'une brûlante actualité, à savoir les musulmans en Europe, la voie vers l'harmonie sociale. À cet effet, le Centre a demandé à un intellectuel de renom, le Dr Zédan Meriboud, d'écrire un ouvrage éponyme qui puisse alimenter notre réflexion et, partant, notre débat. Merci, Monsieur le Président. Je dois en effet relever un défi aujourd'hui en 10 minutes, c'est-à-dire à synthétiser en 10 minutes ce que j'ai écrit dans tout ce livre de 250 pages à peu près, mais cela ne veut pas dire que je ne vous invite pas à le lire, malgré cette synthèse que j'essaye de faire en 10 minutes. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les musulmans en Europe sont au nombre de 20 millions, sans compter évidemment l'Europe orientale. Ils sont à peu près à 48 millions. Selon les chiffres actuels de Pew, le centre Pew qui est assez renommé mondialement et qui est crédible. Ces musulmans, pour l'essentiel, ils sont membres de la conférence islamique, qui nous invite aussi aujourd'hui, et leur installation en Europe soulevait plus ou moins l'indifférence et l'exotisme, non contrôlé ou contrôlé, cela avant la révolution iranienne de 1978-79. Là, par contre, en Europe, et je l'ai vécu directement, on a assisté à un changement de paradigme fondamental par rapport, disons, dans l'attitude des Européens par rapport à l'islam et aux musulmans. Ensuite, tout a basculé, et complètement basculé après les attentats du 11 septembre 2001 et les attentats de Bruxelles et de Paris en 2015 et 2016. Les masses médias occidentaux se focalisèrent de nouveau sur un nouveau bouc émissaire, qui sont les Arabes et les musulmans. Je dis bien les Arabo-musulmans. Et l'analyse, en général, l'analyse de ce phénomène est très complexe. Je peux vous dire que selon mon expérience, dans une organisation internationale humanitaire pour laquelle j'ai travaillé en qualité de délégué pour les contacts avec les communautés musulmanes durant plus de 10 ans, je me suis buté, j'ai buté parfois sur le fait qu'il y a un obstacle fondamental des analyses parcellaires, pays par pays ou par petits groupes de pays. C'est pour cela que dans ce livre, et c'était en accord avec son Excellence Idriss Jazairi, j'ai donné une nouvelle perspective, une nouvelle analyse, si vous voulez, plus globale, plus générale, mais qui regroupe des sphères géographiques et sociales, politiques les plus importantes, à savoir la première sphère géographique, géopolitique, est celle de la majorité, où il y a une majorité catholique, où on prône aussi, où on privilégie surtout l'assimilation, et là, on a choisi la France et l'Italie. Dans le deuxième groupe, que j'appellerais ou protestante, là, on a choisi l'Angleterre, la Hollande, le Danemark, la Norvège, parce qu'ils ont une tradition réformiste et protestante. Et on verra que leurs réactions sont différentes par rapport aux latins, catholiques, assimilationnistes dont j'ai parlé. Le troisième groupe qu'on a choisi, c'est celui des orthodoxes, que ce soit les Grecs ou même les Russes, si vous voulez. Et on essayait de voir quelle était l'attitude de ces orthodoxes par rapport aux musulmans. Ça, c'est pour la généralité de l'approche non parcellaire qu'on a voulu faire. Maintenant, dans ces espaces sociopolitiques, l'hostilité et la marginalisation obéissent à ce qu'on voit dans ce livre à deux phénomènes fondamentaux. Le premier phénomène est dû à l'hégémonie, si vous voulez, ce qu'on appelle l'hégémonie d'un groupe
contre un autre à l'intérieur d'un État et qu'on retrouve dans toute l'Europe et aussi dans les pays musulmans. Le deuxième relève du racisme, ce que j'appelle le racisme biologique ou confessionnel. Dans le premier phénomène hégémonique, je passe assez rapidement sur ce phénomène, il m'a été inspiré par les historiens du XVIIIe siècle comme Augustin Thierry et surtout celui qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le professeur Michel Foucault, le philosophe français. Il a donné une idée et là, j'ai pensé que c'était fondamental de développer cette idée, à savoir ce qu'il appelle la lutte des races ou l'antipathie des races, c'est-à-dire celle qui était essentiellement liée à l'exercice du pouvoir, aux privilèges, aux coutumes, à la fortune, mais elles n'ont pas une signification raciale, c'est-à-dire c'est la domination d'un groupe par rapport à un autre. Et je peux donner un exemple historique, c'est celui par exemple des Francs germains qui ont historiquement dominé toute l'Europe et surtout la France par rapport aux Gallo-Romains qui jouaient le rôle subsidiaire, ils étaient discriminés et ils étaient des subalternes à cette époque. Plus récemment, les années 30, 40 ou 50 même, on a l'exemple de populations européennes immigrées italiennes et espagnoles. Celles-ci étaient subalternes et totalement discriminées. Il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez l'initiative Schwarzenbach ici en Suisse, il y avait une discrimination totale envers les Italiens et les Espagnols et d'autres minorités, si vous voulez, latines. Là, c'est un autre exemple. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui jouent ce rôle, si vous voulez, de discriminer ou de subalterne, ce sont les musulmans d'Europe. À leur tour, on le voit clairement et à partir de statistiques qui vous sont données dans ce livre, qu'ils sont écartés de la représentation parlementaire et diplomatique. Par exemple, je donne deux exemples. En France, par exemple, sur une liste de 577 députés français, on ne compte que 4 représentants musulmans, si vous voulez, qui ont le background musulman, sur une population de 5 millions de musulmans en France quand même. Et c'est les sénateurs. Vous prenez la liste des sénateurs, et ça vous les trouvez dans la liste de l'Assemblée française. Vous avez plus de 300 sénateurs, vous n'avez que 3 qui viennent du background musulman. Vous prenez ensuite l'Italie, dans la première sphère géographique dont j'ai parlé, l'Italie. Ils ont plus de 600 600 députés et plus de 300 sénateurs. Eh bien, ils ont un seul représentant sur les 600, un seul représentant populaire, si vous voulez, député, et il n'y a aucun représentant au niveau des sénateurs. Ceci dit qu'aujourd'hui, je peux dire que les enfants issus de l'immigration, notamment de confession musulmane, sont trop peu nombreux dans la fonction publique aussi, la haute fonction publique, et contrairement aux minorités de confession juive ou d'origine arménienne, qui sont beaucoup moins nombreux en France, eh bien, ils sont mieux représentés et honorablement représentés, et je m'en réjouis. J'aimerais bien que les musulmans aussi, qui sont à 5 millions, comme j'ai dit, en France, ne sont pas presque du tout représentés, à part la sénatrice, Mme Khiyari Bariza, qu'a évoqué son Excellence Driss Jezairi tout à l'heure. Ils sont 3 seulement, sur 5 millions. Et en Italie, ils arrivent à presque 2 millions, ils n'ont pas un seul représentant. Ce n'est pas normal. Et si on prend la fonction publique, la haute fonction publique, et cela est plus important, on n'en voit pas un seul. La haute fonction publique, je parle. Donc cela, il faut un effort à faire dans ce domaine. Maintenant, je prends ça, ce qu'on est en train de démontrer, c'est le phénomène, si vous voulez, hégémonique. Maintenant, si on passe au deuxième phénomène, à savoir celui du racisme biologique à caractère confessionnel, je le précise bien, celui-ci, d'après notre analyse, il s'inscrit dans une logique de défense culturelle prétendument raciale et dans d'un prétendu péril des races noires, asiatiques et arabo-musulmanes. Les racistes en question se réfèrent à la doxa des théoriciens comme M. Gobineau. Et je le démontre, je le décris pendant à peu près une quarantaine de pages, et cela est très important dans la mesure où tous les partis d'extrême droite, sans le dire, s'inspirent de cette doxa raciste de Arthur Gobineau et d'une troïka avec M. Drummond.
vous le verrez, von Streicke, qui est un Allemand aussi, ils sont tous décrits dans le livre avec une analyse de leur théorie. Ce qui me frappe, c'est qu'en lisant les programmes des partis extrémistes européens, c'est si vous voulez, du copier-coller de cette doctrine sans le dire. Ils ne disent jamais leurs sources, mais si vous analysez, vous comparez leurs idées, vous trouverez exactement leur démonstration. Donc le discours, à mon avis, les discours de ces théoriciens racistes ont été adoptés aux communautés musulmanes d'Europe récemment, durant les 10 dernières années. Et ils se manifestent de 3 façons, que je vais vous expliquer rapidement et terminer avec ça. La première, ils se manifestent à travers un discours européen incitant au racisme confessionnel et que je dénommerai la langue instigatrice des phobies européennes contemporaines ou discours phobique contemporain. Il s'agit là d'une langue particulière qui est utilisée et qui a pour but d'humilier ces communautés musulmanes. Vous prenez votre journal, n'importe quel journal maintenant, vous ouvrez votre télévision, vous écoutez n'importe quelle information, vous n'écouterez que cette langue phobique, ce discours phobique. Quand je parle de discours, c'est au sens de la démonstration du professeur Foucault. C'est-à-dire, il a, si vous voulez, une recherche, il y a toute une recherche derrière et une volonté de vouloir faire passer un message humiliant. Et cela n'est pas normal. Je crois que l'Organisation des Nations Unies et les États que vous représentez doivent faire quelque chose pour remettre en cause, si vous voulez, ces dérapages. Maintenant, au niveau de ce discours phobique contemporain, je peux vous dire qu'il essaye de se focaliser sur les identités et sur l'origine des citoyens, et surtout les musulmans. Avant, c'était les juifs, maintenant, il se focalise, si vous voulez, sur l'origine des musulmans. Si vous prenez précisément les médias occidentaux, lorsque un suspect ou un coupable est d'origine musulmane ou arabe, son origine est systématiquement mentionnée. Par exemple, il y a toujours mentionné que celui qui a fait ça, c'est un Français d'origine arabe. Et lorsqu'il est d'une autre communauté, je peux vous assurer, ce n'est pas mentionné son origine. D'origine hongroise comme Sarkozy ou autre, jamais on mentionne cela. Donc, d'origine arabe ou bien le suspect d'origine français ou suisse, d'origine marocaine ou algérienne ou tunisienne. Et je peux vous dire que tous les membres de la conférence islamique y passent. Les 57 pays sont mentionnés. Donc là, ce discours phobique, il faut faire très attention et essayer de le combattre. Le deuxième, si vous voulez, la deuxième manifestation de ce racisme à caractère confessionnel consiste en un profilage ethnique. Dans les 27 pays du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne aussi, les forces de l'ordre contrôlent, interrogent, fouillent et humilient, arrêtent souvent les personnes et des groupes de personnes en fonction de leur appartenance et de leur délit de faciès. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, le profilage ethnique ou racial contemporain. Si vous prenez, par exemple, et vous verrez des statistiques, je ne dis pas ça, c'est fondé sur des statistiques et sur des recherches. Vous prenez l'Open Society de M. Soros, et que je félicite d'ailleurs, il dit que dans les principales gares françaises, par exemple, les individus blancs qui semblent arabes sont contrôlés en moyenne 8 fois plus fréquemment que les blancs, j'ajouterai non sémites. Donc là, c'est si vous voulez, une des preuves qui est donnée par le professeur Soros, par la Fondation Soros. Vous en avez beaucoup d'autres preuves que je ne citerai pas, vous les verrez dans le livre. La troisième et dernière manifestation de ce racisme biologique, que j'appellerais confessionnel, consiste en une surreprésentation des musulmans dans les prisons européennes. Je donne d'abord les statistiques, ensuite je donne mon explication et je finis par ça. Au Royaume-Uni, selon un rapport du ministère de la Justice récent, très récent, ils disent que le nombre des prisonniers se déclarant musulmans a augmenté de 141%. En France, une étude très sérieuse qui vient d'être publiée donne la proportion des détenus musulmans comme quoi elle oscille entre 50 et 80%. Détenus musulmans, 50 et 80%. Aux Pays-Bas, 20% des détenus sont musulmans, alors que cette population ne représente que 5% de la population hollandaise. 20% de prisonniers.
On prend maintenant notre cité prospère et calme de Genève. À Genève, dans les prisons de Chandolan, il y a plus de 57% de prisonniers, de détenus qui sont musulmans. Au début, on est estomaqué, mais c'est la réalité malheureuse. 57%, vous trouverez ces statistiques indéniables qui sont données d'ailleurs par la prison de Chandolan, ici. Vous trouverez dans le livre que vous avez. Maintenant, ce que je veux dire pour conclure, les discriminations et la marginalisation a mené à l'appauvrissement et surtout à l'enfermement d'une frange de cette population musulmane dans des activités illicites comme le trafic de drogue, les armes, trafic d'armes, les marchands de marchandises et même la radicalisation. On a cantonné malheureusement les musulmans dans des métiers maudits, comme dirait Jean-Paul Sartre. C'est la phrase il le dit pour les juifs, lui, dans son livre, sa démonstration, si vous voulez, contre l'antisémitisme vu par Jean-Paul Sartre. Lui, il dit on cantonne certaines populations dans des métiers maudits. Les musulmans européens, pour la plupart, ils sont cantonnés dans des métiers maudits. C'est pour ça, évidemment, qu'ils sont surreprésentés dans les prisons. Maintenant, pour conclure, je dirais que le fort pourcentage des musulmans dans les prisons européennes n'est pas lié à la religion, pas du tout à la religion musulmane, mais à l'échec des politiques d'intégration et à la déshérence sociologique à laquelle les minorités musulmanes ont été soumises. Je ne vais pas peut-être continuer parce que j'ai peut-être dépassé mon temps. J'ai aussi une autre démonstration sur les aspects juridiques de l'islamophobie, de l'incitation à la haine raciale et de la diffamation des religions. Je vous laisse le soin de l'examiner dans le livre. Et je termine par cela pour ne pas empiéter sur le temps de parole de mes collègues. Merci beaucoup.